Beer basket. Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, nouvelle émission pour débriefer cette journée 26 de l'Euroleague, une journée incroyable et on va en parler avec notre ami Lucas. Salut Lucas, comment ça va? Salut les fouloulous, comment ça va aujourd'hui? On est tous les deux. Grand plaisir. Comme vous l'avez vu, on est très très en forme pour parler de cette Chaud. 26e journée. Il s'est passé plein de choses. Il y a eu du bon, du très très bon et du un peu moins bon. Lucas pourra peut-être en parler 2 minutes entre deux belles affiches. Vous comprendrez Euh, pourquoi j'essaie de rire aujourd'hui, hein. On s'était quitté la semaine dernière sur un Zoom pour la course au play-off qui s'annonçait serré. On va faire le point, mais d'abord, on va attaquer par quelques news. D'ailleurs, des news pas hyper réjouissantes pour certains clubs, mais quand même, il y a un petit point positif, la prolongation de Marko Guduric au Fenerbahçe jusqu'en 2026. Et il est sur une dynamique assez incroyable. Son équipe est très bien et il le sécurise donc pour plusieurs années, donc plus 3 ans. Pour toi, Lucas, rapidement, une réaction sur la prolongation? Très content pour lui, c'est amplement mérité. C'est moi qui me suis occupé d'ailleurs sur le tweet sur le compte @TheUpsetMedia. Donc voilà, on a pu faire un petit focus sur les stats. Il est sur la meilleure saison, sa meilleure saison professionnelle en carrière, 27 ans. Ça semble hyper logique. Quand tu vois des équipes comme l'Olympiakos à côté qui sécurisent un peu World Cup et Vezenko, je pense que c'était la chose logique à faire. Je suis vraiment très content pour lui, la bonne caillasse pour lui, donc c'est bien. Sur 3 ans, ça remet un peu le Fener sur des bons rails, on va dire, puisqu'on sait que ça a été difficile les 2-3 dernières saisons. Donc voilà, tu sécurises un élément. J'ai pas vu s'il y avait de clause NBA ou quoi que ce soit, mais je pense pas que ce soit le cas, honnêtement. Donc, euh, donc voilà, qui continue à nous faire kiffer, il sent à la maison, donc c'est parfait. Marko Guduric qui tourne cette saison à 12,5 points, 3,2 rebonds, 3,4 passes, une interception pour 13,6 déval. Et en ce moment, donc, il est très très chaud. Il avait collé 35 déval aux partisans. Et on le verra tout à l'heure, il a été quand même pas mal dans le match du Fener. Petit peu. C'était globalement la seule bonne nouvelle du moment, puisque les autres sont plutôt des mauvaises nouvelles, avec la blessure à la cheville de Tavares, les blessures de Williams, Lee et Walters du côté du Panathinaikos, et la blessure de Shabazz Napier du côté de Milan. Il y a à l'orée des playoffs bientôt, c'est des blessures qui vont compter, notamment pour Milan qui essaie de faire un rush. Euh, Pareil, ton sentiment sur ces blessures à répétition là? Ah, Tavares, c'est évidemment gênant. Il va falloir voir combien de temps ça peut durer. On sait très bien que un grand, il faut être ménagé physiquement. Bon, le Real a quand même l'avantage d'avoir un effectif profond, donc je pense que Chus Mateo est capable de gérer un petit peu tout ça. On risque d'avoir un peu plus de temps de jeu de Vincent Poirier, même si c'est pas vraiment dans le même registre, mais ça peut être intéressant à voir. On risque d'avoir un peu plus de Corneli aussi, et peut-être des Gabriel Deck en fonction de comment il veut moduler son équipe. Pour le Pana, du coup, on peut en faire une enveloppe financière encore Ah là, ah, c'est des aides ça qu'il faut pique. envoyer là. Là, Ça pique, mais bon, après, ils peuvent se satisfaire puisque dans le très grand match de cette semaine, Marius Grigonis s'est réveillé. Donc on voilà, l'avait c'est oublié bien. lui. C'est la fête. Et pour Milan, c'est sûr que c'est un coup dur. On va voir. Après, ça semble être une petite entorse à la cheville, donc ça peut être très court pour Napier. Et on a du coup Kevin Pangos qui est revenu, qui a joué, qui vient de jouer. Bon, rien en attaque, mais quelques minutes, 3 passes. Donc s'il revient vite en forme, on peut peut-être arriver à pallier l'absence de Napier. Mais c'est pas forcément le mieux à espérer puisque ça redemande à nouveau de recréer une dynamique avec un meneur qui a été quasiment blessé toute la saison qui revient et l'autre qui était blessé. Enfin bref, c'est compliqué. Ouais.
Pour revenir sur le Real et notamment sur les Français qui jouent là-bas, tu as parlé de Peter Corneli. Je tiens d'ailleurs à vous orienter vers sa chaîne YouTube où il a repris les vidéos depuis quelques semaines. Ah bah, Il je en a savais pas, tiens. sorti une ce week-end sur la Copa del Rey. Vraiment très intéressant. Il parle de ses matchs forcément. Il montre des images de lui en inside. Il fait les débriefs. C'est hyper intéressant venant d'un joueur pro. Donc en plus, c'est en français pour ceux qui ne parleraient pas anglais ou espagnol. Donc foncez voir ces vidéos. C'est hyper intéressant et il essaye en tout cas d'y poster du contenu plus régulièrement. Il avait déjà fait d'autres vidéos, mais là depuis quelques semaines, il s'y tient et donc forcément, ça ouvre les portes du Real, ce qui peut Bah, c'est être cool, hyper hein. cool. Mm. J'étais pas du tout au courant et tu vois par exemple on a beaucoup de joueurs NBA, on a eu les vlogs d'Evan Fournier, on a eu les vidéos de je sais pas si t'avais Mighty regardé de Stable, Matty Stable à la incroyable. période bulle Covid, donc c'est bien, c'est une très bonne initiative et d'avoir un peu de contenu Euroleague Ouais. hors justement chaîne Euroleague Basketball, c'est une bonne chose. Voilà, donc ça c'était pour le petit clin d'œil. On vous mettra, si vous voulez, le lien dans la description. Mais en tout cas, très bon travail de la part de Peter Corneli. On lui souhaite vraiment de grappiller des minutes. Les news, on a fait le tour. On va passer donc au débrief de cette J26. Je vais rapidement rappeler les résultats. Comme ça, après, on pourra mettre directement les mains dans le cambouis pour parler des sujets qui nous intéressent. Ça a commencé avec la victoire du Bayern. Là, on va y revenir obligatoirement. 87-80 contre Zvezda. Barcelone s'est logiquement imposé contre le Zalgiris avec un gros match de Mirotic, 28 points. 93-74. Le Panathinaikos a perdu à la maison 82-87 contre l'Anadolu, donc ce qui était un match donc plutôt purge selon tes dires, mon ami Lucas. Le Partizan assure à la maison et prend sa revanche contre Berlin 88-74 pour les locaux. Monaco s'impose contre le Maccabi Tel Aviv 86-67. Et enfin, dans la journée de vendredi, là, il y a eu des gros scores avec donc la victoire du Fenerbahçe 104-72 contre la Virtus. L'Asvel a bien résisté, mais s'incline contre les Real à la maison 71-75. Vitoria fait sauter la banque contre Valence 114-75. Et enfin, Milan crée la petite surprise de la journée 83-62 contre un Olympiakos bien triste et qui a rendu Romu complètement malade. Il est pas là Euh, d'ailleurs aujourd'hui, il est pas là, non, il est, ben oui, convalescence, hein, il faut se ah, remettre de santé ses mentale, émotions, hein, hein. ouais, ouais. Ah, Vezenkov qui fait moins de 35 d'évaluation, ça fait peur, hein, cette saison. Euh, Est-ce que tu veux me dire deux mots sur l'Anadolu? Tu as dit que le match était pas ouf, mais au moins ils ont gagné, eux qui avaient besoin de victoire pour revenir dans la course au playoff. Grâce à celle-ci, ils sont Tu top parles des 8. fesses là, tu parles pas du pana, hein, Non, non, le Pana, bon, hein, on est le déjà sur pana l'année dans prochaine. la panade. Ouais, bien joué. Mais l'Anadolu, du coup, qui revient à la huitième place avec cette victoire, on sait qu'ils ont un match de moins. Euh, Toujours si peu convaincant ou il y a quand même un espoir? On a parlé plusieurs fois dans la saison de ce côté trémolation, rythme de croisière. Et là, c'était vraiment, c'est pas honteux parce que tu sais que t'affrontes le Pana, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'était dur. C'était vraiment un match de minime, régional. C'était, il y avait rien, il y avait absolument rien. Vitesse de croisière, il y a moyen que Kyle Anderson les double, alors qu'on sait très bien qu'il va pas plus vite qu'Instana. Donc en fait, on s'est retrouvé avec juste Will Clyburn qui commence pied au plancher. Ça donne un peu la couleur pour FS. On a Rodrigue Bobois qui prend deux fautes très vite dans le match. Je crois au milieu du premier quart-temps, il a deux fautes, donc au revoir. On a un petit début de match d'Antesic qui est pas dégueu, mais ça pareil, ça finit très vite au cachot. Et en fait, c'est l'adresse extérieure d'FS qui va les porter. Je regarde vite fait mes notes. Ils ont un peu arrosé sur la fin, mais ils finissent à 39% derrière l'arc. Et il y a un moment où vraiment c'était bien, bien plus haut que ça. On a un peu de Shane Larkin, mais en jambes, tranquillement. Tu sens que ça se bouge pas. Elijah Bryant, en fait, est presque celui qui aurait été le plus important parce qu'il a été le plus constant sur tout le match. Il finit avec 16 points et 7 rebonds de passes. Donc voilà, une bonne performance de sa part. Depuis quelques matchs, il est Il bien est en très en forme. forme, ouais. Voilà, tu parlais, c'est toi qui disais la dernière fois de cet effet ce qui se met en route. Clyburn est en route depuis la première journée. Depuis sa Bobois, naissance.
Voilà, Beaubois, même chose. Ça se voit un peu plus sur Zizi, sur Dunston, sur Bryant, mais vraiment, ils se sont fait peur. Fin de match, ils se sont fait très peur. Dieu merci, Lopana s'est pas géré, ces fins de match. Out of nowhere, on a Marius Grigonis qui décide de faire le meilleur match de sa saison, avec, je crois, il termine à 22 points, ou un truc comme ça. Il termine à, pardon, 23 points. Donc, voilà, on a Paris Lee aussi qui fait un bon petit match, et de l'autre côté, on a un Dwayne Bacon qui est absolument transparent. 3 points, je crois, famélique, fantomatique. Honteux de sa part, puisqu'en fait, c'est dans ces moments-là où il devrait bah, justement tenir tête à son adversaire direct qui est Will Clyburn, montrer de quoi il est capable, ou au moins d'avoir l'avantage de scorer dans un match où vraiment il n'y avait aucun intérêt, aucune vitesse. Et bah, c'est dommage. Et voilà, tu vois le score final 87-82, il y a un monde où bah, Alpana crée la surprise sur la fin et FS se retrouve un peu comme un con. Ok, bon, ils assurent encore le minimum. Mais avec encore moins de manière que la dernière fois, je trouve. Ça reste quand même préoccupant. Misic pourrait revenir la semaine prochaine. Bobo a vite été sorti du match, mais je veux dire, quand bien même, avec l'effectif que tu as et justement l'expérience et la manière dont tu sais gérer les matchs, c'est pas ça qu'il faut montrer, vraiment pas ça. Parce que à vouloir se préserver et attendre et attendre et attendre le dernier moment, tu vas arriver par faire un faux départ et ça va pas t'aider au final. Ouais, c'est un peu ce qui ressortait de la discussion de la dernière fois. Je crois que c'était avec Romu et avec Dame. Oui, ça doit être ça. Où on se disait que appuyer sur le bouton on au dernier moment n'allait peut-être pas forcément marcher. À Surtout si voir. t'es huitième et que tu dois te farcir le Real Madrid en premier, quoi, ou l'Olympiakos, hein, donc, C'est ça. Quoi qu'il arrive, ça sera compliqué. Mais en tout cas, donc ils sont bien huitièmes et ils ont ce match en moins. Donc l'Anadolu, pour l'instant, tient encore son destin entre ses mains. Match Euh, annulé d'ailleurs, il me semble que c'était contre le Real, justement, donc il y aurait peut-être une opération à faire hmm, à ce moment-là. Oui, c'était à domicile en plus. C'était à il me domicile. semble. On va s'intéresser à une affiche là beaucoup plus sérieuse qui concerne une équipe en quête des playoffs. L'autre est plutôt sur une dynamique de champion. On verra, ça va peut-être être notre discussion autour de ce match. Le Fenerbahçe donc a complètement écrasé la Virtus, 104-72 comme je l'ai dit. Une vraie démonstration globalement sur une mi-temps de ce que tu m'en dis. Moi, j'ai vu que la première mi-temps, mais tu m'as dit que la deuxième, c'était après Anecdotique. plus anecdotique. 20 sur 40 à 3 points pour le Fenerbahçe, 27 passes décisives, 139 d'évaluation. Les chiffres sont impressionnants. Et du coup, on a même eu le droit au retour de Nemanja Bjelica, 11 minutes, 2 points, un rebond, 2 passes, une interception. Voilà, c'était le joli clin d'œil avec Tyler Dorsey dans les tribunes. Résume-nous globalement ce match, surtout les points à retenir du côté du Fenerbahçe. On va s'ouvrir sur un sujet plus large après. Honnêtement, j'espérais encore une fois avoir un petit affrontement. J'espérais avoir bah, justement cette match-up Keates-Motley, Teodosic déjà été de l'autre côté. Ça n'a duré que 6 minutes. Puisqu'à partir de ce moment-là, passé les 6 minutes du premier quart-temps, bah, il y a un run qui se lance du Fener avec une adresse extérieure incroyable et qui plus est collective. Donc pas d'un seul gars, puisque vraiment on a une pléthore de mecs qui cartonnent, hein. On a Wilbekin 5 sur 7 à 3 points. On a Dyson Pierre 5 sur 7 à 3 points. On a Keates qui fournit. On a Motley qui fournit. Et en fait, on voit plus jamais, tu vois plus jamais la lumière derrière, quoi. Donc, c'est très triste parce que c'était plié 25-2 sur le reste du carton. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Et tu vois les mecs abasourdis et Scario qui est forcé de prendre des temps morts, bah, à l'appel parce que il voit que rien ne se passe. Je suis déçu parce que, bah, évidemment, j'aime beaucoup notre Français Mam Jaité et il est pas, il manque d'agressivité, c'est criant de vérité. Il est pas assez percutant pour pouvoir se créer, tu vois, cet espace dans la raquette. Et pourtant, je veux dire, Motley est un gros morceau. Il y a du Peu de move Jekiri, t'as post du bas quand Booker. même. C'est, c'est Limité triste. techniquement post bas, je trouve, même JT. Même chez Gelia, il y a eu du mal. Tout était prévisible.
Tout a été fermé très rapidement. Et en fait, la pluie à 3 points a vraiment tout tué, a tué tout espoir. Donc c'était cuit. On a un troisième carton en fait où t'as Marco Bellinelli qui veut lancer une révolte, mais qu'avec 4 tirs à 3 points. Donc oui, il met 12 points lui tout seul dans le carton, mais l'écart ne réduit pas. Parce que si c'est passé tout long, en fait, on a un Magnon qui met un petit coup avec des points, mais tout est déjà plié. Et en fait, il y a un 3 points qui ressort derrière, que ce soit Wilbekin de Goodrich. Donc en fait, l'écart moyen a presque été à 22, 25 points tout le long. Une vraie branlée, hein. C'est très triste. Et c'est ce qu'on se disait en off, justement, que je disais un peu pour déconner, pour taquiner. Mais la Virtus devrait aspirer à ce que le Fener fait. C'est the next big step pour eux, en fait. Parce que quand tu Mm. vois l'effectif, bah, moi, je le trouve quand même capable de faire plusieurs choses. On parle des mecs qui viennent de gagner l'Eurocup. Ça reste quand même une institution. Il y a un grand coach à la Virtus. Et il y a rien, il y a rien. C'est chaque semaine quasiment la même chose pour moi. Je me dis, allez, c'est bon. Là, j'y crois. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Non, 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 rien du tout. Non, et Donc, puis dans le jeu, c'est vrai que c'était assez caricatural téléphoner, ouais. et l'effet Bellinelli illustre bien ce propos parce que ça fait plusieurs matchs que je regarde et souvent, soit quand ils ont besoin de redonner un souffle dans un match serré ou même s'ils sont devant ou là, comme contre le Fenerbahçe, s'il y a besoin de sauver les meubles, bah, ça passe souvent par lui. On lui fait deux, trois systèmes en sortie d'écran. On sait que lui, il prend des tirs d'équilibriste qu'il est capable de mettre. Mais derrière, il n'y avait rien. En première mi-temps, dès qu'ils ont pris ce run du Fenerbahçe, où là, d'un coup, le Fenerbahçe, c'était les Suns version Steve Nash. Ça courait très vite, ça lâchait, ça prenait des tirs directs et en plus, ça rentrait. La seule réponse que la Virtus a trouvée, c'était ben, le fameux balle au poste. On essaye de faire bouger et encore, il n'y avait pas gros mouvement. Ça a déclenché des pseudo-trappes du Fenerbahçe, donc ça ressortait, ça prenait un shoot qui était pas forcément très bon non plus. Et du coup, comme tu as dit, c'était vide, il n'y avait rien du côté de la Virtus. Donc ils ont pris la foudre d'un coup. Et c'était assez décevant. C'était assez décevant de la part de la Virtus qui, elle, jouait vraiment un truc en plus, qui jouait encore sa place dans le top 8. Et du coup, là, Clairement. c'est très mauvaise opération pour eux. Et le problème aussi, c'est on a des joueurs, de bons joueurs. Il y a rien à dire, mais une fois que Teodosic sort du parquet, c'est foutu. Ah oui, Payola, j'adore, mais ça reste un profil très défensif, très jeune, encore très vert. Magnon, haut de son expérience en NBA, bah, ne joue que 10 minutes. Et Kyle Wims n'est pas du tout à la hauteur. Donc, en fait, tu te retrouves à te forcer à avoir des mecs sur le parquet où tu te dis, bah, là, en fait, il faut que je réduise la casse au maximum possible. Et j'ai vanté souvent la profondeur de l'effectif, justement, avec des mecs comme Jordan Mickey, on a quand même déjà été, on a Bako, il y a de la viande, il y a de la taille à l'intérieur, il y a de la mobilité, et il y a rien, il y a absolument rien qui est fait. C'est pour ça que je te parlais de téléphoner aussi, c'est-à-dire que tout est prévisible. C'est comme si, en fait, Scariolo n'avait un playbook de 2 pages, et c'est introduction au coaching, 1, tu vois, et en fait, c'est le truc qui tout dit, ça lu il y a 15 ans déjà. Ouais, c'est clair. C'est Donc clair. c'était d'une tristesse sans nom. Bon, on a compris que la Virtus nous avait beaucoup déçus. Cette défaite donc les laisse à la 12e place avec donc une ou deux victoires d'écart selon le résultat de l'Anadolu avec ce match en retard. Focus sur le Fener qui lui s'installe bien comme il faut à la 4e place, là aussi avec un match de retard. Et ma question autour du Fenerbahçe va être la suivante. Est-ce que cette équipe euh, sans l'annoncer favorite pour le titre, est-ce que ça va être un des contenders, voire même l'équipe poil à gratter de cette fin de saison, et celle qui peut créer la belle surprise de l'année? Je m'explique, ils sont sur une dynamique incroyable, le coach est parfait, l'effectif est riche, et en plus de ça, pour moi, ils réussissent la meilleure trade deadline, ils récupèrent Tyler Dorsey, joueur calibré Euroleague, on sait ce qu'il sait faire, mais surtout, il y a le retour de Bielica, l'effectif est full complet maintenant. Clairement. On a quand même eu 2 visages du Fener cette saison. On a eu celui qui écrasait tout très vite. On s'est dit, waouh, ça clique d'entrée, mais c'est incroyable. Motley n'a pas reçu la transition, il a foncé direct. On était tous là émerveillés. Moi premier, la table qui se soulevait parce qu'il y avait un pied de plus. Enfin, c'était incroyable, tout bonnement incroyable.
Et il y a eu un passage à vide avec beaucoup de défaites qui se sont enchaînées, pardon. Je crois que ça a commencé courant début décembre et début janvier où on s'est dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Ils ont descendu un petit peu. Là, on est reparti sur quelque chose de vraiment intense. On a eu Will Bucking qui a mis un peu de temps à se mettre en route. Je pense que c'est en fait le seul où vraiment on peut se dire, ouais, voilà, là, il est bien. Dyson Pierre aussi qui a enfin lancé vraiment sa saison. Et ça colle aussi, on a un retour de Jekiri, du coup, donc dans la rotation, tout se passe bien. Honnêtement, je pense, je reste toujours assez dubitatif de mon Real Madrid, mais quand tu vois ce que fait l'Olympiakos et le Fenerbahçe, ce sont pour moi les deux favoris. Et je vais le dire très très clairement, je veux une finale Olympiakos-Fener. Ok, ben c'est directement annoncé. Et effectivement, le Fener avait connu une mauvaise passe. On se souvient, ça avait été difficile. Blessure de Jonathan Motley, Jekiri a été absent aussi. Il y a eu pas mal de blessures. Nemanja Bjelica n'était pas là. Carson Edwards ne trouvait pas sa place. Donc Itoudis avait fait un petit peu Bricolage. ouais, du bricolage complètement. Mais là, ça a l'air de tourner. Est-ce qu'on doit considérer que cette rencontre contre la Virtus n'est ne reflète pas vraiment une réalité? Est-ce que c'est plus un faux match de la Virtus ou vraiment le Fenerbahçe, ça y est, ils sont solides pour la fin de saison? Comment tu le vois, toi? Ce match est un poil truqué dû à une adresse insolente. Et en fait, c'est exactement la même chose qu'on pourrait dire de Baskonia. C'est-à-dire que quand ils sont à droit, 3 points, bah, c'est fini, c'est plié. Merci, au revoir. Voilà, voilà, ils étaient tout bonnement injouables parce que ils étaient 14 à avoir mangé un bout de Larry Bird et c'est tout. Que penses-tu que va apporter Tyler Dorsey là dans cet effectif? Il était en tribune, on ne sait pas s'il va jouer cette semaine, il y a double journée, mais il risque de très vite s'intégrer. Est-ce que tu penses que Itoudis va essayer de lui donner tout de suite des minutes, un peu comme ce phénomène qu'on a vu du côté de l'Anadolu, où on remet les mecs tout de suite dedans pour les mettre au niveau, ou est-ce qu'il va essayer d'avoir une progression linéaire avec Itoudis jusqu'à un potentiel playoff Final Four? Faut revoir le calendrier, mais il y a moyen que face à des équipes un peu moins cotées, il le tâte un peu du 20-25 minutes. Clairement, moi, l'arrivée de Dorsey, je la vois comme l'insatisfaction de Carson Edwards Hmm. et son incapacité à fitter. Parce que bah, en fait, on est clairement sur le même poste avec, on va dire, Edwards, Dorsey et Wilbekin. C'est-à-dire, c'est de forts profils athlétiques, rapides, avec une adresse à 3 points. Et je pense que bah là, en fait, il s'est ajouté un joker de luxe. Moi, je le vois bien, je le vois très bien en 6e homme, facilement permuable avec Will Bucking, peut-être pour un apport de taille, physique quasiment pareil, mais voilà, un petit peu plus de taille. Je crois que Dorsey est un petit peu plus grand, mais ça doit pas se jouer à beaucoup. Peut-être, je dirais 6-7 centimètres, mais je suis pas même pas sûr, tu vois. Et faut voir en fait dans quel état il est, parce qu'évidemment, on sait très bien que quand tu fais un coup la FIBA, un coup les États-Unis, en plus la G-League, il y a moyen d'avoir besoin d'un petit temps de réadaptation, mais bon, l'objectif c'est qu'il soit chaud pour les playoffs et qu'il puisse apporter ce qu'il faisait à l'Olympiakos l'année dernière, quoi. Pour rebondir là sur ce que tu es en train de dire sur Carson Edwards a joué plus que Scotty Wilbekin face à la Virtus et pourtant il a moins un déval, 1 sur 4 au tir, alors que Il n'y a pas grand-chose Wilbekin de sa part, hein, ouais. en 16 minutes c'est 15 points, 16 déval, 5 sur 7 à 3 points pour Wilbekin. Donc effectivement, de toute façon, toutes les rumeurs qu'il y avait eu autour d'un poste 2 au niveau du Fener 1-2 ou 2-1, souvent, c'était pour annoncer un probable départ de Edwards. Donc, Mhm. on est vraiment là-dessus. Et pour préciser, donc Scotty Wilbekin fait 1,88 m et Taylor Dorsey est à 1,96 m annoncé. Donc, voilà. Ok, donc là, on a fait le tour du Fenerbahçe, une équipe en forme. La Virtus fait une mauvaise opération. Et là, on va rentrer dans une discussion qui va dans ce sens des équipes qui ont fait des mauvaises opérations. On va parler du Bayern qui a gagné contre Zvezda 87-80. Et là, clairement, Zvezda a lâché un match qui pouvait compter double. On le verra pour le résultat de Baskonia-Valence après. L'énorme comeback des hommes d'Andrea Trinchieri
dans un match complètement incroyable qui t'a brisé le cœur parce que t'as pas voulu le regarder et du coup tu t'étais dit bon voilà et au Je crois final qu'on m'a, c'était je crois que j'ai décidé de regarder la WFS à la place pour le bien du collectif. voilà et au Ouais. final tu as loupé le comeback de, du Bayern vraiment en mode J'ai loupé à guerrier. cause d'un appel du graphiste de The Upset Media, donc on va remettre les choses à l'heure. Hein, c'est moi et je voulais le regarder. J'étais forcé au replay, messieurs, dames. Le Bayern qui s'en sort hyper bien avec un élément important, c'était le retour de Vladimir Lucic qui manquait beaucoup et on sait très bien avec l'équipe de Trinkieri que quand Lucic est là, il se passe souvent de très bonnes choses au Bayern et le Serbe finit avec 20 points, 4 sur 6 à 3 points, 4 sur 4 à 2 points et 16 déval. Mais c'est vraiment un effort collectif qui a ramené cette équipe dans le match avec un gros dernier quart-temps, pardon, 35-24. Euh, et il y a eu du Winston en début de match qui lui finit aussi à 20 points. Il a été très très fort, très impactant tout de suite. Mais surtout, là, c'est vraiment d'un joueur team chouchou potentiel dont on va parler. C'est l'impact de Freddy Gillespie. Vraiment, chaque semaine, on en parle, mais il change beaucoup, Ouais. beaucoup de choses. Vraiment. Alors, si on prend la ligne de stats, on va se dire, OK, Famélique, hein, je crois que c'est 8 8 points. points, 9 Ouais. rebonds, il fait 2 contre, 11 déval. On se dit, c'est un joueur, ok, normal, plutôt moyen dans cette Euroleague. Mais vraiment, l'impact qu'il a, la dissuasion, on l'avait vu déjà contre Mathias Le Sort, il lui avait posé beaucoup de problèmes. Et là, vraiment, c'était la même chose. Euh, il dégage une énergie, il impulse ça. Alors, je vais faire criser du monde parce que peu de gens l'aiment, mais l'énergie qu'il dégage, je compare pas les joueurs, juste l'énergie qu'il dégage, ça me fait vraiment penser à Joachim Noah. Dans l'impact qu'il y met, Ah. dans l'énergie, il est au contre d'un côté, il va relancer, il va être quasiment l'un des premiers de l'autre côté. Et moi, ça me plaît beaucoup ce genre de joueur. J'ai déjà envie de le voir ailleurs. Mais ça a été un élément clé dans cette mini remontada et dans cette fin de match du Bayern. Je sais pas toi ce que tu en as pensé, mais moi, ce Bayern-là, j'aurais voulu le voir toute la saison comme ça. Alors, je te lis, j'ai mes notes du coup. Alors attends, du coup, voilà. Euh, c'est le Bayern qu'on aurait dû et qu'on aurait voulu voir depuis le début. C'est ma dernière phrase dans mes notes. J'aime le Bayern depuis des années et mais voilà, j'étais heureux. Tu vois, j'avais l'impression de voir je regardais un film et en fait, tu t'apprends que le chien, il est mort et puis il arrive à la dernière seconde pour sauver du méchant et t'es là, t'as les larmes aux yeux, tu dis, ah, mais il est là, c'est ça. C'est vraiment, on a vu une performance du Bayern. On s'est dit, putain, putain, voilà, ils vont pas faire les playoffs, mais c'est ce qu'on aurait dû voir toute l'année. Euh, J'avais un autre nom, bon, un peu NBA aussi, mais moi, je vois des flashs d'Al Horford en Gillespie. Ce côté très mobile, pas Shoot à 3 points en moins, du pas coup. volumineux. Il manque un peu ce shoot à 3 points, mais ça lui arrivait sur le tard à Horford aussi. Et ce côté très mobile, un peu pâteau et élégant en même temps. Et je trouve que ça pourrait bien lui coller. Euh, Retour magnifique de Lucic. Voilà, comme tu l'as dit, je vais pas me répéter. Et j'ai beaucoup apprécié les grosses cojones de Cassius Winston. Je crois qu'il est à 16 points. Je sais plus si c'est à la mi-temps ou à la fin du premier quart-temps. Mais vraiment, turbo. Ah, il a Petit été impressionnant. meneur de poche, tu vois, c'est Marcos Knight avec 10 kilos de moins, c'est après une diète Elevir ou un truc comme ça. Mais vraiment, j'adore. C'est lui et Jared Harper, on en a parlé beaucoup en off cette saison et on est vraiment sur un match vraiment très intéressant de sa part. Et en fait, ce que j'ai apprécié, c'est ce qui s'est passé en dehors du parquet, c'est sa relation avec Trinkieri, où par moment, tu vois qu'il est encore très jeune dans son apprentissage. Et il n'hésite pas à lui mettre des brins, il n'hésite pas à lui parler, à être cash avec lui, et tu vois qu'il comprend, il percute, et tu as une relation qui est vraiment bonne. Ça part en handshake, après, ça a une petite claque sur les fesses, mais tu sens que c'est sain ce qui se passe.
On va pas reparler une fois de plus d'Andrea Trinchieri. On vous laisse regarder l'épisode MyGM. On a été dithyrambique à son sujet. Donc voilà, évidemment, notre avis n'est plus à refaire là-dessus. Et on a eu beaucoup de chance en fait d'avoir ce départ pleine trombe de Winston. Et derrière, on a Lucic qui a plus ou moins en fait Carry le euh, truc derrière. garder le Bayern au contact, puisqu'il y a quand même eu des moments où ça a bien fait le yo-yo. On a d'ailleurs Zvezda qui est presque à 10 points d'avance à 34 minutes de jeu. Et le dernier petit truc, enfin les deux derniers petits trucs, c'est Corey Walden qui vraiment remet le couvercle à la fin avec des gros tirs qu'on voit pas du tout du match. Et au final, on se retrouve avec, je sais pas, 4 6 points de sa part. Ah ouais, ok, c'est lui qui ferme le truc une bonne fois pour toutes. Et on parlait de retour, je voudrais aussi souligner le retour d'Andreas Obst, le sniper ultime, pour ceux qui l'avaient vu bah, avec la sélection allemande, qui ne le connaissaient peut-être pas forcément. Alors, il fait rien du tout sur le plan offensif, mais il prend 8 rebonds, le pépère. Ouais. Mais tu vois, là, je vais juste faire une petite parenthèse, mais cette journée, il y a eu plein de retours dans toutes les équipes. Moi, il y a des joueurs, on les voyait plus depuis un certain moment, et au final, ben, là, tu vois, on voit du Lucic, du Obst, on a revu pas mal de monde cette semaine, et c'était intéressant. Et là, on va peut-être assister donc à une fin de saison, à l'image du Bayern, avec des effectifs au complet, et ça va être de vraies batailles. Et chapeau à ce qu'a fait le Bayern, d'autant plus que tu tombes sur un trio, du coup, maintenant, sur les postes Trois 1-2 cinq. de Zvezda, Vildoza, Campazzo, Nedovic. Les trois ont été bah, tels qu'ils sont, en fait. Ils ont été incroyables. Campazzo fait son premier match, il fait 16 points, 7 7 passes. passes. Vildoza, il est à 18 points, 17 déval, et Nedovic à 15 points, 21 déval. Pareil, il mettait des gros shoots en début de match. Tu te dis, ça va être relou. Ça va être relou de les voir tous les trois à se relayer, chacun à mettre des coups de pression. Et ben finalement, ils coincent, et cette défaite va leur faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à l'équipe de Duško Ivanovic. Et potentiellement, ça peut définitivement leur coûter les playoffs, non? Je pense que c'est cuit déjà. Je sais plus contre qui ils ont. Bah, ils ont perdu contre l'Alba. Et je crois que la semaine d'avant, ils avaient perdu aussi contre un match qu'ils n'auraient pas dû perdre, en mon sens. Et en fait, c'est la défaite de l'Alba la semaine dernière, j'ai dit c'est cuit, c'est foutu. Et je pense que là, il y a plus rien à faire. Il reste très peu de journées. Et je doute qu'ils fassent un run de 7 victoires, 8 victoires d'affilée. Et pour le coup, Avec un calendrier costaud aussi, hein. ouais. Et j'ai pas tellement compris le coaching de Dusko, puisqu'à un moment, en fait, tout le monde sort. Et ils n'auraient pas dû sortir à ce moment-là. Je retrouve pas forcément le mordant défensif de l'Étoile Rouge au moment où on aurait dû l'avoir. Et petit bémol, moi, Vildosa, sur la fin de match, aussi élégant, aussi beau soit-il en attaque, faut pas croquer comme ça. Je suis désolé, mais c'est irréfléchi quand t'es Zvezda, avec l'adresse infâme que tu as derrière l'arc, de vouloir t'enfermer dans du 3 points. Oui, 3 points, ça remet dans le match, mais privilégie le 2 plus 1. T'as tout le talent offensif du monde pour y arriver. On n'a pas beaucoup vu Petrousev, c'est dommage. Je pense qu'il aurait peut-être, tu vois, pu essayer de chercher un peu Le de la secteur faute. intérieur a été complètement transparent. Mais je veux dire, avec la mobilité et sa capacité à s'écarter du jeu, c'était le moment où je dis pas que c'est lui qui aurait dû être proéminent, mais à ce moment-là du match, t'es dans le dur, va le chercher. Parce que tu sais que Gillespie, il est jeune, il saute de partout. On a vu contre Barcelone, euh, c'est, c'est, ses envies de contre ont coûté 6 points à Belgrade, non, à Belgrade, pardon, À à Munich. Munich dans ce match-là. Et Barcelone aurait pu perdre juste pour ça, mais en fait, il fallait le chercher. D'autant qu'il fait 4 Le, fautes dans le match, hein, le, Gillespie. mo- le momentum était vraiment, aurait dû jouer là-dessus. Et moi, je regardais, je dis, je suis nul en coaching, mais je comprends pas ce qui se passe là. Donc vraiment, grosse surprise pour moi. Zvezda shoot à 10 sur 31 à 3 points. Et si on prend Vildoza, Campazzo réunis, c'est du 5-20 Voilà, 3 sur pour eux. 11, 2 sur 9 et Nedovic 2 sur 4. Honorable.
Mais Nedovic, finalement, alors les gens en pensent ce qu'ils veulent, hein, mais Nedovic, cette saison, il est propre, hein. Il Ouais, est vraiment 15 points intéressant. et 15 points et je les ai pas vraiment vus le long du match, tu vois. Et c'est vrai qu'il fait une très belle saison, on en a déjà parlé aussi. Et voilà. C'est dommage, ça peut être très intéressant de voir comment cette équipe aurait pu être en playoff, mais je ne la vois déjà plus en playoff, honnêtement. 13e, 11 victoires, 15 défaites. Il y a déjà donc quasiment 2 matchs et demi, puisque l'Anadolu a toujours ce match à rattraper, mais il y a quasiment 2 matchs et demi d'écart. Ça semble très compliqué quand tu joues dans les derniers matchs de mémoire. Il y a Les fesses, Barcelone, l'Olympiakos, les Fesses, et il y a aussi les deux qui gardent la course au playoff, Baskonia et Valence. Donc ça semble quand même très compliqué. Justement, on va parler des deux clubs espagnols. Vitoria, victoire 114-75 contre Valence. Une démonstration. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Une humiliation et un message surtout transmis à tous les prétendants au playoff. Là aussi, du grand et beau basket de la part de Peñarroya, avec donc 147 déval, 13 sur 26 à 3 points, 66% de réussite à 2 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs à plus de 10 déval. Dalton Holmes qui sort le match de sa vie au bon moment. Il a été agressif, il a été hyper cool à voir. Et surtout, le côté inquiétant, c'est ce Valence qui a complètement calé. Euh, c'est rare, hein. oui, c'est très rare. Je l'ai mis sur le résumé sur Twitter à la fin du match. Vraiment encéphalogramme plat, aucune réaction, rien. Euh, les mecs ont balancé à 3 points n'importe comment, à l'image de Shannon Evans qui fait en plus 0 sur 4. Rien de construit, rien d'intelligent. C'est très dommage. On les avait vus pourtant décimer à une période et pourtant nous régaler en termes de basket. Là, l'équipe est plutôt complète et ils se sont fait souiller par Vitoria. On l'avait dit, Vitoria à domicile, c'est très très fort. Et là, la fête a été très très belle. Et en plus, ils se permettent d'avoir un Marcus Howard pas dedans qui a laissé la place aux autres. Darius Thompson notamment qui finit en double-double, 16 points, 11 passes. Et Marcus Howard, 7 minutes seulement sur le terrain, pas du tout en forme, 3 fautes, moins 9 déval, 0 sur 3 à 3 points. Mais finalement, ça n'a pas porté préjudice à Vitoria qui a très vite déroulé. Euh, Eux se placent clairement comme équipe qui va valider une place en playoff. La semaine dernière, on en parlait. On se disait, ça peut tenir, c'était plutôt du 50-50. Moi, j'avais pari le parti de voir Valence leur gratter la place. Si cette équipe-là continue de Attention. Vitoria, ça va être vite réglé l'histoire. Toi, t'as pas forcément vu le match, mais peut-être en suivant le live tweet et avec tout ce que tu as comme info, comment tu vois Vitoria se positionner là dans cette fin de saison? Je les vois bien terminer la 6e place, honnêtement. C'est-à-dire derrière vraiment le gros, on va dire la grosse charrue des monstres, on va dire des grosses écuries. Et on sait qu'ils vont être chiants à jouer, ça va être pour la gratter. Je trouve ça incroyable d'avoir le luxe de comprendre que quand Howard n'est pas dedans, tu le mets de côté et tout se passe bien. Dalton Holmes, bah, très bon match de sa part, ça tombe au meilleur moment. Et qui plus est, on l'entend souvent être reproché d'être bah, un peu benet, j'ai envie de dire, sur des décisions, d'être encore très jeune, voilà, encore un qui est dans l'apprentissage et de sauter bêtement, d'être un peu perdu, d'être C'est des dans rookies, il la faut pas lune. l'oublier. D'être dans la lune et honnêtement, alors il peut se permettre des choses parce qu'il a vraiment un très bon physique et ça l'aide énormément, tu vois, sur des putbacks. Il y a eu beaucoup de lay-up où en fait Valence regarde, attend le ballon qui arrive comme ça et il est déjà dans les airs prêt à le remettre dedans, donc très bonne chose. Je pense que Valence, on est sur deux équipes du même exemple, c'est-à-dire qu'avec l'adresse tout va bien, tout déroule, il y a pas à se poser de questions. Euh,
La période où ils avaient eu des blessés, bah c'est vraiment le moment où tu es l'underdog, où voilà, tu viens, tu sais qu'en face, ils te respectent pas forcément de base, et là, en plus, il y a personne, ils connaissent quasiment pas les mecs sur le, sur la liste, donc du coup, le scouting report, c'était bah, faites-vous plaisir, et donc du coup, ils se sont permis de casser des bouches comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu te fais prendre à ton propre jeu, tu te fais tabasser, et t'es dans l'urgence, et tu sais pas quoi faire. Et du coup, bah, tu te retrouves à bégayer bêtement. T'es pas chez toi, la Fernand Buessan Arena est en feu. Donc, c'est vite vu, en fait, dans ces moments-là. S'il n'y a pas d'élément de réponse rapide, tu prends la sauce. Et c'est ce qui s'est passé sur plusieurs matchs récemment. On peut parler de la Virtus, c'est dans le même acabit à mes yeux. Petite hot take. Si Darius Thompson fait sa carrière, toute sa carrière en Euroleague, je pense qu'il n'aura rien à envier à des passeurs comme Teodosic et De Colo. Complètement. Mais là, bon, il va falloir qu'il... Comment? Faut qu'ils bossent, faut qu'ils trouvent le magic truc Oui, comme ils peuvent avoir. Mais voilà, c'est honnêtement, ça. Mais en quand termes d'efficacité, si ça on se sera retrouve là. si on se retrouve dans 8 ans à se dire meilleur passeur d'Euroleague, je pense que on n'est pas prêt. Avec un tel tempo, avec un tel jeu et des talents comme ça, il y a des matchs où il peut finir à 20, 21 passes décisives. En plus, je pense que l'association Thompson-Penaroya, c'est la meilleure chose qui C'est pouvait lui golden. arriver. C'est vraiment, c'était le coach parfait. Et je pense que le club, au final, ne regrettera pas beaucoup Pierre Henry dans les mois et les semaines à venir. Ils ont essayé, ils ont dit c'est bon. En fait, Thompson, il carry le truc, il est beaucoup trop fort. Il est déjà à 3, 4, 5, 6 matchs à plus de 10 passes sur la saison. Non, c'est vraiment très Et peinard, impressionnant. hein, vraiment, Ah oui, oui, c'est-à-dire mais à que son rythme, à son rythme. il est limite en train d'envoyer des SMS en même temps, tu vois, Et dans toutes les positions, il est capable de faire des passes aveugles, mais pas dans le avec sens des showman. effets. C'est vraiment, je crois que c'est Zidane un jour qui disait ça, c'était pas de faire ça pour flamber, mais c'est que c'est à l'instant T, c'était La le meilleure geste le option. plus, voilà, le Hmm. geste le plus utile. Et lui, il est dans ça, il est dans ça et il gère parfaitement ce qu'il fait, il maîtrise totalement son basket. C'est un régal quand tu as une équipe qui pousse comme ça. Non, vraiment, je te rejoins amplement sur cette hot take. Il a de quoi faire une excellente carrière en Europe. L'année dernière, à Kuban, j'avais déjà des flashs où je me disais, lui, il m'intéresse beaucoup. Là, cette saison, je la double fortement et j'ai hâte d'en voir plus. Et en plus, il brille avec Vitoria, donc je suis doublement content. Vitoria, d'ailleurs, 114 points passés à Valence à la maison, 114 points passés à l'Anadolu à la maison, En double 116 prolongation, passés au Maccabi et 103 passés aux Partisans. Généralement, voilà, quand tu viens à la Fernando Buesa Arena, tu prends tarif maison. Parce que si je vais plus loin, ils en ont passé 95 au Pana, ils en ont passé 92 au Real, 90 à la Virtus, 93 aux Algiris et de nouveau 92 contre Zvezda. Donc, le vrai challenge pour eux, au-delà d'avoir beaucoup de novices dans la compétition, comment ça va se passer quand le tempo va se poser? Parce qu'il y aura contre des un moments, Olympiakos, ça peut être compliqué en playoff, hein. parce que clairement, il va avoir au moins trois, quatre équipes qui vont dire ta 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 ta. Là, on dicte notre jeu et c'est là qu'on va les attendre. Parce que honnêtement, pour les prendre à son jeu ou à faire du jeu rapide, c'est une très mauvaise idée. Mais je veux dire, le Real, le Fener pourrait se laisser tenter dans le jeu rapide comme ça parce que ça marche très bien aussi. Mais le Real, l'Olympiakos, euh, La pire match-up pour moi, là, c'est celle qui est actuellement au classement. C'est vraiment tombé sur l'Olympiakos. L'Olympiakos, on sait qu'ils vont aller sur du tempo lent, ils vont gérer ça leur va être rythme. placé. Et Ouais. là, c'est des mecs comme Thompson, je pense qu'il a tout l'aspect cérébral pour y arriver. Mais Howard, Holmes, Enoch, Kotsar, pourquoi pas, mais il est beaucoup trop jeune et beaucoup trop vert. Vert, c'est le mot du jour d'ailleurs, tiens, pour moi. Mais honnêtement, ça va être très intéressant et je pense que ça risque d'être très formateur pour un groupe à suivre. Il fait Mm. bon suivre le basket espagnol comme d'habitude, mais si on m'avait dit que j'allais apprécier autant Valence et Baskonia,
Là, on est sur des must-watch depuis je sais pas combien de temps. C'est Damien vraiment qui a suivi le début de Baskonia et on s'est tous un petit peu mis dessus derrière et vraiment, on les a plus lâchés depuis, hein. C'est clair. Et Valence, même Et chose. défensivement aussi, Baskonia a beaucoup à faire. On sait que c'est pas du tout leur style, mais il va falloir sortir les doigts en playoff. Et là aussi, quand va y avoir des systèmes un peu longs où ça va demander plusieurs rotations, va falloir vite regarder ce Baskonia-là parce que des fois, il y a des oublis, des erreurs de communication. J'ai en mémoire une action où Marinkovic et je ne sais plus quel joueur ne communiquent pas sur un switch. Et là, ils se sont fait transpercer. Donc, ouais, C'est l'é- Baskonia, c'est l'équipe par excellence de saison régulière que tu kiffes regarder et qui a besoin de se prendre un bon coup dans la bouche, saigner un peu de la gencive, tu vois, pour comprendre et que les mecs dans le management se disent, oh là, on a besoin de ça, de ça, de ça, on va faire comme ça, comme ça. et le Si ça mercato va être clique, de folie. voilà, si ça clique et que tout le monde a envie de rejoindre, bah très bien. Si tu restes un peu sur ta faim, tu risques de traîner la patte, tu seras attendu l'année prochaine. Donc là, on est vraiment, on est bah, aux prémices d'une potentielle grande équipe en fait, hein. Je propose encore David Nouaba, ce profil défensif tireur à 3 points qui pourrait parfaitement rentrer dans l'effectif de Baskonia. Ou Goga Bitadze sur 15 minutes. En intérieur, mais alors là, je te donne vraiment tout Le le chéquier. 100%, le chéquier. Je vais même le chercher à la Ou gare de Papa l'aéroport. Ganis. Je connais maintenant la route pour aller jusqu'au Pays Basque. Donc, il n'y a pas de souci. Là, comme ça, si je te pose la question rapidement, Valence, Virtus, Vesda, les plus grosses déceptions. Le Maccabi, on a plus ou moins tous le même avis de rien. Est-ce que ces défaites-là sont pour toi les plus décevantes? Est-ce que tu veux Ah, intégrer le tu, Zalgiris? tu parles des matchs de cette journée. Je pense Oui, que oui, c'est des. oui. Non, non. Dans euh, cette fameuse lutte au playoff, pour toi, quelle est la plus grosse déception? Bah, à l'avant-match et résultat, je te dirais Bologne parce que j'espérais vraiment un match qui se tenait un petit peu quand même. Mais globalement, de ce qui a été vu du match et proposé, moi je te dis, bah, l'Étoile Rouge, c'était incompréhensible ce finish. Et en fait, c'était vraiment, ouais, comme on l'a dit, le dernier ticket pour les playoffs là qui vient d'être cramé, je pense. Ok, très bien. Moi, j'ai été déçu de Valence, surtout cette non-réaction qu'il y a eu. Ça arrive. Euh, on a fait le tour de cette J26. Le Partizan a fait le nécessaire, c'est Berlin. Ils vont s'installer tranquillement. Je pense que eux ont quasiment coché la case playoff. Donc, on passe là-dessus. On va passer au pronom, puisque on a une nombreuses affiches la semaine Double journée? prochaine, double journée. Donc, on va attaquer avec la J27 directement, comme d'habitude. Je te donne les affiches, on répond pour notre favori. Et ça commence direct avec une grosse affiche, Olympiakos-Barcelone. C'est l'Olympiakos. Ouais, J'ai pas le classement. Bah, je vais essayer de regarder rapidement le classement, mais je pense que là, il y a moyen que l'Olympiakos sorte les crocs. Ouais, ils sont deuxième. à égalité Là, avec le Barça. à égalité avec le Barça, donc faut la cocher. Celle-là, en plus, tu viens de te faire salement souiller, plus 21 par Milan. Ouais. Olympiakos, allez, plus 11. Ok, je pars sur le Barça à contre-cœur, T'as vu allez, que ça marchait à chaque fois que moi je gagnais des points à chaque fois sur les pronos, donc du coup tu t'y mets aussi. non, je mise surtout sur une petite méforme de l'Olympiakos. Voilà, ça peut avoir touché les têtes et je me dis que Barça, eux, ont besoin de prouver, donc ils vont essayer d'aller faire un coup du côté du Pirée. Alba Berlin Zalgiris. Moi, je miserais sur l'Alba. Je miserais là-bas aussi à la maison, ça ferait plaisir. Virtus Partizan. Je te laisse répondre. J'ai pas besoin de dire quoi que ce soit. Je te laisse faire l'analyse. Voilà, exactement. Partisan, elle est un plus 18. Ok, ouais, mais je leur souhaite avec un grand Kevin Punter pour me faire Tu m'étonnes. plaisir. Tu m'étonnes. Valence Milan. Alors là, ça va être très intéressant de voir la réaction de Valence du coup. La réaction de Valence contre une dynamique de Milan très en forme. Milan, il y a que le Real qui fait mieux, je crois, et peut-être Barcelone. Alors là, ils sont à 4 victoires sur les 5 derniers matchs, Milan. Voilà, donc il y a l'Olympiakos, il y a le Real en 5 victoires et le Barcelone 5 victoires. Euh, Moi, Valence à la Fonteta, ils viennent de prendre une pilule aussi, ils peuvent pas se laisser comme ça, là.
Ouais, bah, je vais te dire Milan. Ok, Milan pour toi. Real Madrid, Vitoria, ça va être un des matchs à suivre, je pense. Et moi, je te dis Victoria. Ouais, je Il n'y suis a pas, y a, d'accord. y a pas Tavares. On sait l'énorme problème que le Real a sur le poste 1. Ils vont se prendre mistape. Ah, en plus, ils se sont déplacés à Lasvel avec 6 joueurs absents, je crois, entre les malades, les blessés, tout ça, Ouais. plus Tavares qui est dans le truc. Je pense que notre Fabien Causer, il va avoir du boulot ce soir-là. Attention, face à son ancien club, ça peut être hyper intéressant. Bayern Asvel. Asvel Bayern. pour toi? Bah, moi, je te dirais Asvel toujours, mais j'ai envie de voir le Bayern gagner, tu vois. Je veux qu'on finisse au moins la saison sur une, Sur une bonne une note? bonne note, ouais. Ouais, je suis d'accord. Bayern aussi. Maccabi, Fenerbahçe, sans aucun doute pour moi. Même si à domicile, avec le Baldwin Game, on n'est pas à l'abri d'un truc un peu spécial, mais Ouais, là, entre Lorenzo Brown et Baldwin, c'est jamais ce qui peut se passer. Pour un coup que Colson ait envie de te mettre un 12-13 dans la tête. 40 Non, déval. non, non, on va dire Fenerbahçe avec un bon gros motelet. Super. Zvezda, Anadolu. Anadolu, pour moi, ils en ont besoin. Ils peuvent pas faire autrement. Missy, je pourrais revenir, donc ouais, je vais dire Anadolu. Mais ça va être un truc genre 5 points, enfin allez, entre 5 et 10 points, je pense pas. Un peu à l'arraché. J'aimerais bien que, honnêtement, de ce que je vois de l'Anadolu, j'ai pas envie de les voir en playoff, ce qui est un crime vu l'équipe, mais j'aimerais bien voir Zvezda, pourquoi pas dire, bon, bah écoutez les gars, c'est foutu, mais on va faire chier tout le monde sur la fin de l'année, là. Ouais, et puis ils sont à domicile, donc ils vont pas non plus faire les marioles. Monaco, Pana. Monaco. Dwayne Bacon Game, non, je déconne, Monaco. Monaco. Il faudra qu'on revienne sur Monaco. C'est Damien qui avait vu le match, mais il faudra qu'on peut-être qu'on fasse un épisode spécial club français et qu'on revienne sur le match de Monaco de cette semaine. Et leur Euh, incapacité à jouer 4 cartons. Exactement. Et aussi le comportement de certains joueurs. On a fait la J27, on va passer à la J28 qui aura donc lieu jeudi et vendredi. On commence par Alba Berlin, Virtus. Je La vois bien. Virtus, Ouais. la Virtus aura, non, 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 j'ai pas fini. La Virtus aura pas à digérer la branlée contre le Partizan, donc je dis Alba 2-0. Allez, let's go. Ah, je vois quand même peut-être la Virtus gagner Ouais, sur il, le il papier. faudrait. Ouais. Il faudrait. Zalgiris contre Lasvel. C'est à Kaunas, next. Voilà, Zalgiris aussi. Olympiakos Bayern. Olympiakos pour moi, parce que pareil, ils n'auront pas digéré la défaite contre le Barça. S'ils ne désirent pas deux défaites comme ça, là, ça risque d'être violent pour le Bayern. Et ouais, bon, bah, je les aime de tout mon cœur, mais je vais dire Olympiakos quand même, là. Milan Partizan. La question est vite répondue. Oh là, oh, ce que l'essor va mettre à Davis. Partisan, évidemment. Voilà, allez. Le Real se fait une semaine 100% ACB avec un match contre Valence à la maison. Et là, comparé à Baskonia, je pense que le Real est capable quand même de nettement plus mettre son empreinte sur le match. Je suis d'accord, avec un bon Zanan Moussa. Anadolu, Maccabi Tel Aviv. Moi, je reste sur ma ligne directrice. L'Anadolu, ils ont trop besoin de victoire et de prouver pour. Mais, pareil, hein, on va se répéter, le Maccabi, tu connais Wade Baldwin, Lorenzo Brown. Moi, je te dis, il est là parce que c'est un match-up, hein, et 13-13, 13-13, hein. Ouais, mais je vois l'Anadolu, ils sont à la maison et puis il y a Will, quoi. Ouais, ouais, mais non, je veux dire Maccabi, mais 2 Ok. plus 4, tu vois, genre. Ouais, c'est en prolongation. Allez, prolongation. Avec Ataman qui Euh... sort la main, va, un goût, là. Fenerbahçe Barcelone. Ça va être sympa aussi à suivre. Dans deux styles un peu Ouh. différents, là. C'est là, c'est à la Ulker. Ça, c'est difficile. Ouais, au Ah, le Fenerbahçe. Fener. Hmm. Ok, moi aussi, Fenerbahçe. Avec Dorsey qui revient. Pourquoi pas. Panathinaikos Zvezda. Zvezda pour moi. Oh, s'il vous plaît, me faites pas regarder ce match-là. Avec le trio là, magique qui va être complètement infernal. Bah, de toute façon, il y a que deux joueurs qui peuvent porter le maillot au Panin, là. Donc,
Ah, Ils ont... peut-être que Nikos Papas va jouer 4 minutes. Enfin, il va jouer son premier match de la saison après être signé au mois de décembre. Et là, tu vois, par exemple, si Zvezda arrive à gagner son match, c'est donc contre AFS et arrive au Pana, pleine bourre, là, fait 2-0, attention, hein. Moi, j'aimerais bien qu'ils lancent le petit Samon Tourov du côté du Pana. Là, ils n'ont plus rien à jouer et balancer les jeunes. Mhm. Ok, dernière affiche de cette semaine double, Vitoria contre Monaco. Là, ça va être sympa aussi. Est-ce que Monaco va avoir les reins assez solides à la Fernando Buesa Arena? Et il s'était fait peur hein, au match aller, mais Monaco avait gagné sur un match justement où ils avaient réussi à dicter un peu leur style de jeu. Et il y avait surtout un gros Kobo. Mais là, je pense qu'en fait, Baskonia a beaucoup plus besoin de gagner que Monaco. Je suis Et d'accord. vas-y, je vais dire Baskonia du coup. Je pense qu'ils vont leur en faire péter un plomb. Mais vraiment, à vouloir jouer Condition d'avoir une rapidement. condition d'avoir une bonne adresse, quoi. C'est c'est- c'est ces ingrédients-là hein, qu'on va devoir surveiller. Mais vraiment, Vitoria peut hein, vraiment faire un bon coup là, sur cette double journée. Eh bien, écoute, mon petit Lucas, on a fait le tour de cette J26 et de ce qui nous attend. C'est encore bien palpitant tout ça. On va avoir pas mal de boulot d'ailleurs cette Ouais. semaine. Donc, à suivre nos live tweets sur cette double journée. On va essayer de se répartir les matchs. On va essayer de bosser, de vous balancer plein d'infos. Lundi, ça sera MVP. Vous aurez découvert donc le MVP de Upset qui peut-être correspondra à celui de l'Euroleague ou pas. Et Euh, Yamadar. Yamadar, effectivement, il faut toujours placer Yamadar. Sinon, bah, on vous invite toujours à nous suivre, toujours ces interactions sur Twitter, nous suivre sur la chaîne YouTube. Et puis voilà, on va se quitter là-dessus, mon petit Lucas. Yes, on fait des gros bisous à Damien et Romu qui ne sont pas là, mais on arrive fort. Portez-vous bien. Allez, Ciao. à la semaine prochaine. Ciao, ciao.